Bonjour, bienvenue dans ce 80e épisode de Fantasy au petit-déj. Fantasy au petit-déj qui est un petit peu fainéant aujourd'hui, il a voulu piocher dans ses classiques et qui vous a sorti une série de fantasy que beaucoup connaissent, mais néanmoins. C'est l'occasion, c'est 80e épisode, ça fait un chiffre rond. Voilà, en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de fantasy sur Fantasy au petit-déj, alors... Voilà la série en question, vous la connaissez tous, c'est la série La guerre de la faille par Raymond E. Feist. Ce premier tome c'est Magicien, qui est suivi par Silverthorn et qui lui-même est suivi par Ténèbres sur Cétanon. Voilà la trilogie initiale qui est sortie déjà il y a plus de 25, 27, 28 ans je crois, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Donc ça fait vraiment belle lurette qu'on entend parler de ce bouquin. C'est un des auteurs les plus connus aujourd'hui dans le monde de la fantasy. Il vend très bien en France, il vend excessivement bien aux États-Unis et en Angleterre. Ça fait partie vraiment du mainstream de la fantasy. C'est aussi l'incarnation de ce qu'on appelle la big commercial fantasy, ce que beaucoup détestent, mais que encore plus de monde adore, à savoir de la magie, des dragons, des races extraordinaires, des elfes, des nains, des trolls, et puis des gros combats, de la bataille, de l'émotion, du suspense, des intrigues, un héros. Voilà, vous avez un peu le topo, vous mixez tout ça, et boum, ça vous fait un best-seller. Donc il y en a qui détestent, mais moi j'aime bien. J'avoue que vous savez à quel point j'aime les plaisirs simples. Excusez-moi. Et pourtant aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur cette série très importante, puisqu'il y a un nouveau tome qui vient de sortir en librairie, 3e volume de la guerre des ténèbres, je crois, qui suit donc la guerre des serpents, et puis l'entre-deux-guerres, et donc la guerre de la faille. Enfin bref, il y a 16 ou 20 volumes de la série de phases, donc on va commencer par les premiers. Et Magicien, qui était sorti de par chez nous en 99 dans une petite maison d'édition, qui était ressorti chez Brajon dans ce format original en 2005, parce que beaucoup, et notamment moi, on l'a d'abord connu sous le nom de Pug l'apprenti, Emile Amber le mage, 2 tomes sortis en poche, et qui en fait ne respectaient pas le découpage original. Donc les éditions Brajon ont décidé de revenir à ce format qui était vraiment celui sorti en Angleterre aux États-Unis. Trêve de bavardage, Magicien, ça raconte quoi? Ça raconte le destin de Pug. Pug, c'est notre héros ici, c'est lui là qui fait des tours de magie colorés. Et Pug, c'est un jeune garçon, il vit dans un monde totalement classique, très européen. Il y a bien sûr de la magie, il y a bien sûr quelques races extraordinaires, notamment elfes ou nains. Et il vit dans le royaume, dans le monde de Mykenia, j'arrive jamais à le prononcer, hein, donc je me tromperai à chaque fois. Voilà, qui est ici, et qui est donc un monde assez détaillé. Vous avez vu la belle carte que nous a fait les éditions Rajlon. Et lui, il vit à l'autre bout de ce royaume, puisque la capitale, c'est Krondor, qui est genre ici, vous voyez. Et lui, il vit tout là-bas, aux marches du royaume, dans la ville de Kridi. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai oublié. Oui, c'est Kridi. Et donc, il vit au bord de l'océan, de la mer sans fin, qui est une sorte d'immense océan sans perte de vue. Et il vit de pas grand chose. Il est orphelin, il est nourri et logé par le château, bien sûr. Il n'a pas de parents, il est orphelin. Et il passe sa journée à faire les 1001 coups possibles avec son ami Thomas. Et voilà que, lorsque le roman commence plus ou moins, c'est le moment où ils doivent choisir leur voie, leur métier, ce qu'ils vont faire plus tard. Et les maîtres des différentes branches choisissent leur apprenti. Son ami Thomas va devenir apprenti chevalier, comme il a toujours souhaité, parce qu'il est plutôt costaud et grand. Mais Pug, lui, il est un peu chétif, etc. Et personne ne veut de lui. Et finalement, contre toute attente, c'est Maître Kulgan, qui est le magicien du château, qui va décider de le prendre comme apprenti. Il le fait beaucoup par gentillesse et par sympathie, parce que ça lui fait de la peine de voir ce gamin laissé à l'abandon et qui va devoir retourner à la paysannerie. Et puis surtout parce qu'il a senti aussi chez ce jeune Pug quelques talents magiques, mais une magie un peu étrange, comme il va vite s'en rendre compte, une magie qui ne correspond pas forcément aux arcanes habituels des collèges de magie. C'est une magie plus bâtarde, plus étrangère, qui peut s'avérer très violente et abattre des ennemis ou des créatures, mais en même temps, Pug est incapable de faire les plus basiques tours de magie, il en est incapable. Donc il y a une sorte de clivage comme ça en lui, il y a une sorte de rupture qui fait que ça ne fonctionne pas, et Kulgan est complètement obsédé par ce jeune garçon et il n'arrive pas à trouver une solution pour en faire un apprenti digne de ce nom. Mais le vrai événement, ce qui va vraiment tout changer dans la série, qui est vraiment le point de départ central de ce tome, c'est une tempête, un jour, qui va éclater sur la côte, une tempête énorme et monumentale, et un jour, nos gamins, donc Pug et Thomas, vont découvrir, au bord de la mer, sur la grève comme ça, une épave, un bateau échoué, mais un bateau qui semble exotique, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Il n'est pas fait dans des matériaux habituels, les voiles ne sont pas dans des couleurs habituelles, et les cadavres des pêcheurs, ou des marins du moins, ont une peau, ont un faciès, ont des vêtements qui tout semble croire qu'ils viennent d'ailleurs, du moins d'un endroit
qui n'est pas celui du royaume de Mykénia. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a un survivant, mais qui parle une langue étrange. On arrivera à obtenir quelques souvenirs de lui, mais c'est vague. Et en fait, la seule chose que nous, on doit savoir, et que vous devez savoir, c'est que cette épave, eh bien, c'est le premier signe d'une invasion immense, qui va ravager le royaume de Mykénia, et qui va qui va changer la vie de Pug, qui va changer la vie de Thomas, qui va obliger les humains à s'allier aux nains et aux elfes, dans une guerre totale et quasiment une guerre mondiale pour leur survie. Puisque oui, il y a un envahisseur, excusez-moi, un invaseur. Et c'est ce qui va nous être conté. Je vous en dirai pas plus parce que tout le but de ce roman, c'est de nous raconter évidemment 1001 péripéties. Mais la base de ce livre, c'est cette guerre de la faille, cette guerre entre deux mondes, entre deux univers, entre deux cultures, entre une culture beaucoup plus occidentale, plus européenne, et une culture qui va s'apparenter beaucoup plus à une culture asiatique, du moins un peu même japonisante. Et c'est vraiment ce qui fait d'ailleurs l'intérêt principal quasiment du livre. Voilà à peu près pour Magicien, qui va donc nous caractériser le destin de Pug depuis qu'il est enfant jusqu'à l'âge adulte, donc les années vont passer. C'est pour ça que c'est aussi épais, parce qu'il va s'en passer des choses durant toutes ces décennies, toutes ces années. Mais c'est vraiment une bonne série au sens de l'action, au sens de l'aventure, au sens du suspense. C'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'à travers le monde, Feist est adoré, parce qu'il sait raconter une histoire, c'est un bon conteur, c'est un bon troubadour, il sait mettre ce qu'il faut d'émotion par-ci ou là, il sait décrire des batailles dantesques qui nous rappellent le gouffre de l'Helm, il sait prendre les meilleurs éléments ici ou là de la fantaisie traditionnelle de Tolkien pour en faire quelque chose de sympathique, mais pas de novateur. Et c'est ce qu'on lui reproche souvent, c'est cette sensation de déjà-vu, cette sensation de pot pourri comme ça de ce qui marche dans la fantaisie, et voilà, on mélange et hop, ça fait un best-seller. C'est vrai qu'il y a de ça dedans, et je vais vous l'avouer, je l'ai lu une première fois, et j'avais pas aimé la première fois que j'ai lu, je l'avais lu en poche, et m'était tombé des mains, parce que j'ai trouvé ça trop basique, trop commun, trop généraliste, et puis un peu enfant, parce que il y a quand même une écriture très, pas adolescente, mais vraiment qui se limite à un premier degré, et donc il fait que ça correspond tout à fait à un lectorat adolescent, 13-14 ans, ça marche à 150%. D'ailleurs, il y avait eu en France une tentative d'édition en jeunesse qui a été avortée, mais c'est pour vous dire. Donc ça plaît on va dire de 12 ans jusqu'à 40 balais, ça marche, Feist. Mais moi j'avais trouvé ça un peu trop enfantin. Et en fait, en le relisant, en mettant de côté un petit peu mes préjugés sur élitistes sur la fantaisie, je m'étais contenté de simplement de l'histoire, et là j'avoue que j'ai été vraiment conquis par cette aventure, par cette intrigue rondement menée, avec toujours des péripéties, avec des batailles qui en jettent plein les yeux, avec tout ce qu'il faut de thématique sur le choc des cultures, et avec un personnage attachant qu'on suit depuis qu'il est gamin, qui va sacrifier énormément de choses pour arriver là où il est, à devenir une légende, entre guillemets, en tant qu'adulte. Et ça m'a plu, mais à ma seconde lecture, et c'est vrai que c'est un livre qui fait un peu compromis. Il y a beaucoup de gens qui adorent, mais il y a quelques personnes qui n'aiment pas beaucoup, et donc il faut choisir son camp. Néanmoins, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui, parce que ça fait partie des monuments du genre, parce que c'est un auteur qui vend excessivement bien, parce que c'est un auteur qui est reconnu, qui a fait un peu jurisprudence dans le genre, qui a été copié et recopié, et qui, voilà, en réutilisant tout ce qui se fait de mieux dans la fantasy, a quand même créé quelque chose de nouveau, parce qu'il y a un monde très détaillé, il y a une réflexion sur la religion, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de pensé, c'est quelque chose de très détaillé. Après, c'est basique au niveau de l'écriture, les personnages sont assez stéréotypés, mais voilà, ça fonctionne, et c'est plaisant, donc j'aurais envie de vous le conseiller si vous aimez la bonne grosse fantasy quand même, si vous ne l'avez pas déjà lu depuis le temps que c'est sorti. Mais voilà, il était temps que Fantasy au petit déjeuner s'intéresse à quand même ce grand nom de la fantasy qui est Feist. Voilà en tout cas pour aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler de fantasy parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et je ne vais pas m'appesantir plus en avant puisque le temps et la grisaille est au rendez-vous, et vous avez d'autres choses à faire comme moi. Néanmoins, petite expérience, je vais vous proposer le prochain programme de la semaine prochaine. Il y avait beaucoup de P dans cette phrase. Et je vais vous proposer deux choix. Donc soit la semaine prochaine, ou dans 15 jours d'ailleurs, on parlera de Neverwhere de Neil Gaiman, l'éternel Neil Gaiman, avec cette réédition de ce grand classique. Ou soit on parlera d'un ovni, d'un livre un petit peu étrange mais extrêmement brillant, qui s'appelle Australia Underground, qui est un livre d'anticipation, qui est aussi très bien. Donc c'est à vous, lecteurs, de choisir ce dont on parlera au prochain épisode de Fantasy au petit déjeuner. Si ça marche, on essaiera de continuer comme ça la prochaine fois. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté en ce 80e épisode. Allez vous réchauffer près de votre cheminée, et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.